transmettre ses salutations et ses félicitations pour cette belle initiative dont la Direction régionale Afrique de l'Ouest s'honore d'abriter au sein du campus numérique francophone de Dakar. C'est ici l'occasion de remercier l'Agence francophone de l'intelligence artificielle et ses partenaires pour cette marque de confiance qui augure, nous l'espérons, de belles perspectives de collaboration. En effet, cette initiative croise à bien des égards la vision stratégique de l'Agence universitaire de la francophonie, qui accorde une grande importance au développement de la science par la recherche et l'innovation. Opérateur de la francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche, l'Agence universitaire vient de procéder à la faveur de sa programmation quadriennale en cours, un repositionnement stratégique par la mise en valeur du concept de la francophonie scientifique, un concept qui se veut intégrateur et adapté aux défis de notre époque. La francophonie scientifique a besoin d'être promue et partagée par des acteurs importants en l'articulant autour de grandes priorités stratégiques. Les concepts de francophonie et de diplomatie scientifique visent in fine à l'identification des types de collaboration qui peuvent être envisagés et déclinés dans l'espace francophone. La mobilisation et la valorisation de l'expertise francophone mondiale reste de ce fait une piste pour permettre à l'intelligence collective de s'exprimer en créant des espaces communs de réflexion et de production scientifique francophone. Mesdames et messieurs, chers invités, au regard de ce qui précède, il apparaît clair que la convergence de vues entre nos deux institutions, toute chose qui devrait aller au-delà de cette activité ponctuelle, des sessions itinérantes de formation pour la mise en œuvre desquelles vous pouvez compter sur le réseau de nos campus numériques. Dispositif de proximité et d'aide à la mise en œuvre de la stratégie de l'AIE. Les campus numériques, tout comme les centres d'employabilité francophones, se veulent des espaces d'expression et d'expérimentation de nouvelles pratiques liées à ces technologies innovantes dans la perspective d'une offre renouvelée de leurs services. Mesdames et messieurs, chers invités, s'il est de toute évidence que ces technologies de rupture nous fascinent autant, nous convenons cependant avec vous qu'il s'avère nécessaire d'en assurer une bonne gouvernance au fin de bien appréhender les enjeux. Vous aurez compris, chers partenaires, notre adhésion à la pertinence du thème de cette troisième session du CESIANA qui porte justement sur cette question. Pour vous dire encore, si ce n'est que de souhaiter plein succès à cette belle initiative dont nous nous considérons désormais comme partie prenante à part entière. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur Lamar, nous vous remercions pour ce message. Encore une fois, nous vous adressons nos sincères remerciements pour cet accueil, l'organisation de cet événement, parce que comme je l'ai indiqué, dans l'Agence universitaire de la francophonie ce jour, cette conférence ne serait pas le succès que nous allons démontrer. Donc, sans plus tarder, nous allons entamer le contenu pédagogique de cette session, donc qui aura pour thématique les enjeux du New Space, donc le domaine spatial et l'intelligence artificielle. Et nous allons laisser la place et la parole à nos intervenants de renom. Et donc, le premier de cette session sera le docteur Gayan Faye, enseignant-chercheur et directeur du laboratoire de télédétection appliquée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et travaillant sur la fabrication du premier satellite sénégalais. Donc, nous avons l'honneur de lui céder la parole pour son intervention sur le spatial au Sénégal. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je m'excuse d'abord de ne pas pouvoir être sur place avec vous, chose que j'aurais aimé quand même pour mieux partager avec vous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce panel qui est quand même tellement important parce qu'il parle de deux domaines qui sont aujourd'hui incontournables dans la vie. Je salue mes copanélistes également. Bon, il y a le son qui arrive là. Je remercie mes copanélistes. Alors, mon intervention sera axée principalement sur deux choses, parce que comme le temps est assez court, ce sera premièrement sur l'importance aujourd'hui des données géospatiales et de l'intelligence artificielle dans nos vies. Et deuxièmement, me donner un peu un aperçu de ce qui se fait au Sénégal actuellement. Alors aujourd'hui, si on parle de sciences spatiales, malheureusement qui sont assez méconnues de la population ou de la grande masse,
Beaucoup pensent au fait que le spatial, c'est pour aller sur la Lune ou pour aller sur Mars ou pour aller explorer des galaxies. Alors qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on utilise le spatial. Aujourd'hui, la conférence qu'on est en train de faire, on peut la suivre depuis un point X de la Terre. Comment? Parce que grâce aux sciences spatiales. Aujourd'hui, si vous vous déplacez à Dakar avec les embouteillages, grâce aux sciences spatiales, vous pouvez améliorer, en tout cas, optimiser vos déplacements. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les sciences spatiales, ce n'est plus un rêve. Les sciences spatiales, ce n'est plus un luxe, mais c'est devenu une nécessité absolue. Et donc, on doit de plus en plus aller vers ça. Et on doit aussi également pousser nos jeunes à aller vers les sciences spatiales parce que ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Malheureusement, j'entends au Sénégal, quand tu parles de sciences spatiales, les gens disent que, OK, nous, aujourd'hui, nos priorités sont ailleurs, c'est pas dans le spatial. Nos priorités, c'est pour régler les problèmes agricoles. Nos priorités, c'est pour régler le problème des inondations. Nos priorités, c'est pour régler l'urbanisation, ainsi de suite. Alors, sans savoir qu'aujourd'hui, grâce aux sciences spatiales, on peut optimiser l'agriculture, on peut gérer mieux notre agriculture, on peut mieux gérer nos inondations, anticiper sur beaucoup de choses. Donc, pour vous dire que vraiment, aujourd'hui, on doit faire en sorte que de plus en plus les politiques publiques, les décideurs, prennent en charge cette question, en tout cas, prennent en charge les sciences spatiales dans la planification, dans tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, les sciences spatiales sont devenues beaucoup plus accessibles. Donc, on parle de la démocratisation du spatial. Parce que il y a quelques années de cela, pour avoir une bonne image de 10 mètres de résolution, d'une certaine précision, il fallait débourser beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui sont gratuites, qui sont disponibles dans le net. Autre part aussi, quand on parlait de lancer un satellite, ça a coûté des milliards, ça a coûté énormément d'argent, ça demandait beaucoup de technologie, beaucoup de savoir-faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même si, il faut le reconnaître, il y a toujours des moyens, des ressources humaines nécessaires pour ça, il y a toujours des moyens économiques nécessaires pour ça, mais de plus en plus quand même, on tend vers des choses de plus en plus accessibles. Ceci étant, on a de plus en plus aujourd'hui des données satellitaires de bonne précision, en tout cas de meilleure précision. On a de plus en plus des données satellitaires avec une très bonne répétitivité temporelle. On a de plus en plus des données satellitaires avec de bonne précision, et ce qui fait que aussi on a de plus en plus des données satellitaires gratuites. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de masse de données qui arrivent avec surtout l'avènement du big data. Donc on a des grosses bases de données, des grosses bases de données. Et ces données-là, on doit les traiter pour aborder des problématiques de plus en plus complexes. Donc, ceci étant, on a besoin d'avoir des modèles, des méthodes de traitement de plus en plus avancées, des méthodes de traitement qui permettent vraiment de gérer toutes ces données-là sans pour autant besoin de certaines infrastructures. C'est pour ça que l'intelligence artificielle est très importante. C'est pour ça que l'intelligence artificielle aujourd'hui est devenue incontournable. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle, plus les données géospatiales, permet de résoudre beaucoup de problèmes. Mais il y a deux mais que je vais mettre. Le premier, c'est quoi? C'est que on doit faire en sorte que nos jeunes aiment de plus en plus les sciences, surtout les sciences spatiales, et qu'ils se mettent dans les sciences, surtout les sciences spatiales. Ok? Donc que les jeunes soient de plus en plus intéressés par les sciences spatiales et qu'ils adoptent ces filières-là. Deuxième mais, c'est aussi nos autorités. Il faut pousser nos autorités aussi à investir dans l'éducation, dans la formation de ressources humaines dans le domaine spatial. Parce que les sciences spatiales, il y a beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui sur lesquels nous devons investir, nos États doivent investir pour vraiment qu'on puisse de plus exploiter tout le potentiel que nous offre le spatial pour mieux optimiser nos vies, pour mieux gérer nos ressources humaines. Donc ça, c'est vraiment par rapport en appel que j'ai fait. Et je pense que l'AIF aujourd'hui doit pouvoir jouer un rôle fondamental dans ces choses-là, étant une organisation regroupant plusieurs pays où vraiment les données géospatiales peuvent jouer un rôle fondamental. Donc l'AIF, je pense, peut jouer un rôle fondamental dans cette chose-là.
Côté Sénégal, je vais un peu informer, je m'excuse si j'ai dépassé le temps. Côté Sénégal, donc aujourd'hui, il y a deux choses, hein. Il y a la partie en amont et la partie en aval. Donc, quand je parle de la partie en aval, c'est tout ce qui est traitement des données existantes. C'est tout ce qui est production de services à partir de données géospatiales. Aujourd'hui, au Sénégal, je ne dirais pas qu'on est en retard, mais il y a quand même du chemin à faire jusqu'à présent. Parce que les formations dans le domaine du traitement des données géospatiales, bon, on commence à avoir quelques formations, mais on n'a pas, pour le moment, en tout cas à mon avis, assez de ressources humaines pour aborder l'ensemble des problèmes et problématiques qui peuvent être gérés par les ressources, par les données géospatiales. Donc, il y a du travail à faire dans ce cas-là. Côté manufacturing, côté en amont, là aussi, je pense que, je le dis et je le répète, le Sénégal doit être dans l'espace. C'est pas pour aller explorer des galaxies, c'est pas pour aller explorer la Lune, c'est pas pour faire du luxe autant pour moi, mais c'est vraiment pour tirer profit au maximum du spatial, parce que c'est important de pouvoir tirer au maximum du spatial. Le spatial offre beaucoup d'opportunités. Il faut aujourd'hui être capable d'aller chercher, d'être capable de pouvoir exploiter. Mais ceci étant, c'est que il faut faire en sorte qu'on ait un pied solide dans le spatial, mais il faut être s'ouvrir aussi. Personne ne peut faire le spatial tout seul. C'est impossible. Personne ne peut faire le spatial tout seul. C'est impossible parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le spatial, il y a beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de métiers qu'il faut pour faire le spatial, toute la chaîne spatiale. Donc, ceci étant, donc nous, notre pays est très ouvert. On est ouvert vraiment à aller collaborer avec des gens pour ensemble bâtir quelque chose, pour ensemble faire des choses, pour ensemble vraiment explorer des potentialités. Mais aussi, on travaille à avoir vraiment un pied solide et j'ai l'habitude de le dire. Donc, vraiment, on travaille sur la mise en place d'un écosystème spatial au Sénégal. Et donc, voilà, les premiers jalons sont lancés et on espère bien que les résultats vont suivre. Et en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Bon, je voulais être long, mais j'ai essayé de raccourcir comme c'est 15 minutes et comme il y a beaucoup de panélistes, et peut-être donner le temps à la fin s'il y a des questions sur lesquelles on pourrait revenir. Voilà, Gaël, monsieur le président de séance, ce que j'avais à dire, et donc je vous remercie. Monsieur Fahy, nous vous remercions pour cette intervention. Ces informations qui ont été dispensées à l'instant sont vraiment d'importance pour nous, pour les personnes qui connaissent et commencent à entrer dans le domaine spatial. Ça permet d'avoir un beau paysage, une première prise de connaissance des enjeux et des attentes dans le domaine. Donc, nous vous remercions chaleureusement de cette première intervention. Donc, comme j'avais indiqué en préambule, hein, c'est une session qui va être chargée. Nous avons 5 autres intervenants à venir qui vont devoir intervenir. Donc, je ne vais pas monopoliser trop longuement la parole. Simplement, je vais saluer l'arrivée de notre invité, Monsieur Maram Kairé, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de nous rendre une petite visite durant cette conférence. Je vais vous dire si le CSIANA commence à gagner en visibilité et notoriété, puisque nous arrivons à attirer de personnes du domaine tels que M. Fahy et M. Kairé. Et aussi, nous sommes vraiment ravis d'avoir ces deux personnes ici durant cette conférence. Donc, nous allons céder la main au docteur El Fallah, qui est responsable du Centre international d'intelligence artificielle au Maroc. Cette personne est également professeure à la Sorbonne et membre de la Commission mondiale des connaissances scientifiques et technologiques au sein de l'UNESCO. Elle est spécialisée, donc vous l'avez pu le comprendre, en intelligence artificielle et celle-ci va faire une intervention au sujet de l'intelligence artificielle et des données, donc dans leur dimension éthique. Donc, elle parlera des biais algorithmiques avec une approche inclusive de l'intelligence artificielle. Dr El Fallah, nous vous remercions bien sûr de votre prise de parole et nous vous invitons à faire votre exposé. Nous vous remercions d'avance. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je vais vous parler des enjeux de l'intelligence artificielle. On a 15 minutes, on est bien d'accord? J'ai un peu calibré sur 15 minutes. Les enjeux de l'intelligence artificielle et les questions éthiques. On peut avancer.
Oula, ok. Donc, ma présentation va être en 4 points. L'introduction rapide à l'IA, les enjeux de l'IA, les questions éthiques, d'éthique et de gouvernance, une conclusion pour terminer. Donc, pour introduire l'intelligence artificielle, on avance. Voilà. Donc, on va partir de Minsky et de la définition de l'intelligence artificielle comme étant une science qui permet de rendre les machines capables d'effectuer des tâches qui nécessiteraient de l'intelligence si elles étaient effectuées par l'homme. Alors, ces tâches-là vont consister en un ensemble de processus cognitifs comme la perception de l'information, l'apprentissage, l'abstraction, le raisonnement, la communication et l'action. On avance, s'il vous plaît. Plus largement, l'intelligence artificielle va nous permettre de reproduire un certain nombre de processus cognitifs comme l'analyse, la décision, la planification, le contrôle, la coordination lorsqu'on est dans un contexte collectif, etc. Donc, on va fabriquer des agents, qu'on appelle des agents cognitifs, en interaction avec l'humain et aussi entre eux. On continue. Généralement, lorsqu'on travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, on s'intéresse à il y a 4 approches. En fait. Soit on cherche à faire des systèmes qui pensent comme des humains, et là, on s'appuie sur des théories de modélisation cognitive, par exemple. Soit on fait des systèmes qui pensent rationnellement, qui sont capables de raisonnement logique, par exemple, ou bien des systèmes, lorsque, par exemple, on imagine la robotique, ce sont des agents qui vont être capables de faire des actions comme des humains, ou bien d'agir de façon rationnelle lorsque on essaye de faire des théories, lorsqu'on fait des systèmes qui sont capables de gérer la rationalité comme les agents rationnels. On avance. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle présente de nombreux enjeux. Le premier étant le fait que l'intelligence artificielle est une technologie disruptive, ça veut dire que l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui de transformer en profondeur les modes de vie et de travail. Qu'est-ce qui se passe? C'est mieux. L'intelligence artificielle va engendrer une forte croissance économique et puis elle va utiliser un certain nombre de leviers, aujourd'hui les plus connus, les plus utilisés par le commun des mortels. Ce sont les assistants intelligents qui sont là pour faire du conseil digital dans divers domaines. Les employés augmentés qui sont capables d'être aidés et d'aider les humains dans leur prise de décision, par exemple, ou de co-réaliser des tâches lorsqu'on fait de la robotique ou de la cobotique. Et aussi un dernier levier qui est très important, qui prend beaucoup d'essor en industrie aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les digital twins, ou ce qu'on appelle en français les jumeaux numériques, qui sont capables d'utiliser des objets physiques à partir de réplicas numériques. Slide suivant. Le deuxième enjeu, c'est celui du levier économique. Et comme vous voyez les chiffres s'afficher, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet une très forte croissance qui se chiffre, par exemple, en termes si l'on regarde les startups en intelligence artificielle, on voit les montants des investissements qui dépassent les 5 milliards de dollars. En termes de marché de l'IA, on estime que le volume du marché de l'intelligence artificielle en 2020 est de l'ordre de 5 milliards de dollars. Et aussi, tout ce qui est connectivité, on n'est pas juste au niveau des objets connectés aujourd'hui, on est à plus de 30 objets connectés par foyer, on estime à plus de 30 objets connectés par foyer d'ici à horizon de 2025. On avance, s'il vous plaît.
Alors, le troisième enjeu, c'est celui de la supériorité stratégique, opérationnelle et logistique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée dans des domaines très sensibles, par exemple comme le domaine de la défense. Aujourd'hui, on voit très bien le type d'application qu'on va trouver de l'IA même dans le rover Mars sur la planète Mars, mais aussi sur le champ de bataille. L'intelligence artificielle produit et donne une supériorité stratégique, opérationnelle et logistique très importante. On peut avancer. Donc, côté gouvernance, l'intelligence artificielle va être utilisée pour gérer la compétition, le nivellement et la rupture, contrer les menaces cyber. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour les menaces cyber, et puis toutes les menaces opérationnelles et des données. L'optimisation et la réactivité et l'adaptation, ainsi que l'augmentation des capacités des travailleurs. Dans le domaine militaire, ce serait par exemple les capacités des soldats. On avance, s'il vous plaît. Oui. Enfin, le dernier enjeu, c'est celui de la nécessaire acceptabilité sociale de l'intelligence artificielle. Et comme on le voit dans les pays déjà qui ont entamé leur trip de l'intelligence artificielle, mais aussi dans les pays où l'intelligence artificielle est encore très méconnue, on voit qu'il est très important de faire accepter cette technologie, qui est une technologie de rupture, dans les sociétés. Et d'abord, il y a un certain nombre de fantasmes autour de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi beaucoup d'idées préconçues, comme quoi l'intelligence artificielle va créer du chômage, va prendre l'emploi des gens, etc., etc. Et donc, il y a tout un travail qu'il faut faire pour accompagner cette acceptabilité sociale de l'intelligence artificielle. Mais en plus de cela, il faut encadrer les usages de l'intelligence artificielle et les recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle avec avec de l'éthique et des régulations qui commencent à voir le jour, notamment au niveau de l'Europe. On peut continuer, s'il vous plaît. Donc, j'en arrive aux questions de l'éthique et de la gouvernance. Je ne sais pas vous, mais moi, je vois mes slides, ils ne sont pas du tout en bon état. Les enjeux éthiques relatifs aux droits de l'homme et sa dignité, je vais traiter 4 types, hein, je ne vais pas avoir le temps de tout traiter. Donc, on a la question de la subordination algorithmique, les questions des manipulations mentales et des nudges, les questions de la vie privée et de la protection des données, et puis les biais et la discrimination qui peuvent être introduits par une mauvaise manipulation de l'intelligence artificielle ou bien par des données qui ne sont pas tout à fait cohérentes. On continue. Donc, sur la subordination algorithmique, ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'ici, nous avions des systèmes qui décidaient tout seuls, on parlait de systèmes autonomes, mais aujourd'hui, on va de plus en plus vers des systèmes qui ont un diktat, qui imposent une façon d'agir qui impose une façon d'agir à leurs utilisateurs. Il y a plein d'exemples. Hein. Si vous prenez un système de recommandation qui octroie des crédits, il peut outrepasser l'avis du banquier, par exemple. Ou bien la voiture automatique qui va refuser de démarrer tant qu'on n'a pas attaché sa ceinture et qui donc impose sa loi au conducteur. Les exemples ne sont pas rares, hein. Il y a énormément d'exemples aujourd'hui. On parle donc de subordination algorithmique qui est au-delà du partage d'autorité entre l'homme et la machine, mais qui est plutôt un partage d'autorité en faveur de la machine. Et lorsqu'on pense que moins de 0,5% de la population est capable d'écrire ce type d'algorithme, de réaliser ce type de système, ben ça veut dire qu'en fait, nous confions la gouvernance de nos données et de beaucoup de choses à une infime minorité de la population qui va en fait gouverner le monde à travers ces algorithmes de façon un peu, disons, en introduisant cette subordination. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, le deuxième problème, c'est celui des manipulations mentales, des manipulations cognitives, et on le sait très bien qu'il y a un certain nombre d'outils, hein, au niveau du marketing, par exemple, qui vont utiliser des techniques
pour forcer, pour influencer les motivations des utilisateurs sans leur donner l'impression qu'ils sont forcés. On parle de nudge ou les coups de pouce qui ont été beaucoup utilisés par différents hommes politiques et qui aujourd'hui sont largement utilisés par les algorithmes d'intelligence artificielle. On continue. Il y a d'autres moyens aussi de manipuler les personnes, c'est aussi d'introduire au niveau de la robotique, donc tout ce qui est facial, tout ce qui est sourire, tout ce qui est voix d'une certaine manière, le robot parle d'une certaine manière aux gens, etc. Et il peut même créer des émotions chez l'humain, et toutes ces choses-là vont faire que les utilisateurs vont se comporter d'une certaine manière à leur insu. Et donc, il est très important de faire attention à ces manipulations cognitives et aux nudges qui en découlent. On continue. Alors, pour ce qui est de la question privée et de la protection des données, c'est peut-être le seul sujet qui est aujourd'hui communément étudié et admis par l'ensemble des communautés scientifiques. Et on sait très bien que plus les algorithmes ont de données, plus ils apprennent, mieux ils nous manipulent. Et pour cela, il suffit juste de se référer à la manipulation qui a eu lieu aux États-Unis et le profiling qui a fait le scandale de Cambridge Analytica. C'est un exemple, mais si vous allez en Chine, par exemple, tout ce qui est scoring et profiling est très courant. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre d'organismes comme l'UNESCO, mais pas que, l'OCDE, mais aussi au niveau étatique, qui essaient de réguler l'utilisation de ces algorithmes et de ces données et qui essaient de protéger. Donc, il y a eu le RGPD, par exemple, en France, pour protéger les données à caractère personnel. Mais on voit bien que les technos vont beaucoup plus vite que la régulation et qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes au niveau de la gestion des données à caractère personnel. Ce n'est pas encore réglé. Donc là, l'Europe qui lance aussi le Data Act, qui va venir supplanter le RGPD. Donc, on n'a pas encore trouvé les solutions pour ce type de problème. On peut avancer, s'il vous plaît? Donc, juste pour rappeler historiquement, hein, la protection des données à caractère personnel, elle n'est pas récente, hein, elle remonte aux années 67 par les travaux fondateurs d'Alan Weinstein aux États-Unis, à Columbia, à l'Université de Columbia. Et la vie privée, c'est le droit d'une personne de garder secret ses affaires personnelles et ses relations. Et donc, on voit bien que dès 1981, il y a eu la Convention 108 par le Conseil de l'Europe, et il y a eu, je n'ai pas le temps de détailler, hein, malheureusement, mais il y a eu une succession de réglementations, de règles qui ont été mises en place. J'ai mentionné tout à l'heure le RGPD. Avant le RGPD, les Anglais avaient mis en place une réglementation pour protéger même les données papier. Et aujourd'hui, il y a un nouveau courant sur l'intelligence artificielle responsable, de confiance, etc. On continue, s'il vous plaît. Alors, j'en viens aux biais et discriminations. Aujourd'hui, dans la littérature, on recense 3 types de biais, donc les biais cognitifs, les biais économiques et les biais statistiques. Je vais passer assez vite sur ce slide puisque je reprends les différents éléments dans la suite. On avance, s'il vous plaît. Donc, les biais cognitifs, la première chose qu'on va dire, c'est que c'est quoi déjà un biais cognitif? Alors, en fait, on sait tous qu'un algorithme, c'est une manière de coder une certaine réalité, comme on l'imagine. Donc, les algorithmes, ce ne sont que des opinions intégrées à des programmes. Et les biais cognitifs, ça va être les mécanismes de pensée qui vont être à l'origine d'une altération du jugement. Donc, la manière avec laquelle vous allez, par exemple, faire une décision, vous allez partir d'un background X ou Y et vous allez prendre des décisions. Cette prise de décision qui va être implémentée dans les algorithmes, elle peut être biaisée elle peut être altérée par une certaine méconnaissance, par exemple, ou par rapport à des données. Donc, si on prend des exemples comme le mot femme, lorsqu'on dit la femme, on imagine la suite. Beaucoup de gens vont imaginer la femme de ménage, la femme réceptionniste, etc. Donc, ça, c'est un biais de discrimination qui est lié à un certain substrat culturel
lorsque vous dites dans certains pays aujourd'hui en Europe, l'origine, par exemple, peut induire aussi un certain nombre de biais, la couleur de peau peut induire un certain nombre de biais, etc. Et donc, c'est ce type de biais qu'on ne doit pas, on doit veiller à ce qu'il ne soit pas inclus dans nos algorithmes. La suite, s'il vous plaît. Alors, les deuxièmes biais, ce sont les biais économiques. Et là, on connaît tous l'histoire de Google en 2017, qui a été condamné à une amende de 2,4 milliards d'euros pour avoir favorisé ses propres produits. On appelle ça le Search Engine Manipulation. C'est lorsque les moteurs de recherche ne vont faire remonter que des informations biaisées parce qu'ils sont partie prenante dans ces informations-là. Et donc, lorsque vous faites des recherches sur Internet, ce qui remonte, c'est absolument pas ce qu'il y a. Ce qui remonte, c'est tout à fait filtré et biaisé par un certain nombre de biais économiques. On continue, s'il vous plaît. On arrive aux biais statistiques et les biais de données. Là, on rejoint les questions qui ont été abordées juste avant. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous mettez des données, vous donnez des données à des algorithmes pour travailler dessus, eh bien, si vous ne faites pas attention à la manière dont vous fabriquez les datasets ou les ensembles de données, eh bien, vous risquez d'avoir des gros problèmes au niveau des résultats. Alors, on parle aussi de biais d'endogénéité ou la variable omise. Les biais d'endogénéité, c'est lorsque les données que vous utilisez sont caduques. On a eu ces problèmes-là au moment du Covid parce qu'il y a eu des ruptures entre les données qu'on avait jusque-là et puis ce qui s'est passé après le Covid. Donc, les données n'étaient pas du tout valides. La variable omise, le RGPD vous impose à mettre un certain nombre de variables, de les cacher pour ne pas, par exemple, révéler le sexe ou bien l'origine ethnique ou ce genre de choses. Et du coup, cacher des variables, ça peut aussi créer des problèmes dans la sélection, hein, parce que du coup, vous ne pouvez pas savoir si vous sélectionnez telle ou telle classe de la population. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les cacher, hein. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut être capable de constituer des très bons sets de données si on veut avoir des résultats à la hauteur des attentes. Voilà, bon, je pense qu'on peut aller vite sur maintenant. On y va, s'il vous plaît. Donc, au niveau des exigences éthiques, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de faire attention à l'éthique à tous les niveaux du cycle, à tous les moments du cycle de vie d'un système d'intelligence artificielle. Donc, ça va du moment de la recherche, lorsqu'on va écrire les algorithmes, lorsqu'on va chercher des données, la conception, le développement, lorsqu'on va écrire et tester les algorithmes, lorsqu'on va déployer les algorithmes, et puis lors de l'utilisation et de la maintenance du système, jusqu'à la transformation. C'est-à-dire, si par exemple un dataset n'est plus à utiliser, il ne faut pas le garder, il faut le détruire. Un système robotique, il faut le démonter, il faut le désactiver s'il n'est plus utilisable, etc. Et donc, ce que nous avons fait au niveau de l'UNESCO, c'est de réfléchir à toutes les questions éthiques qui se posent à chaque étape du cycle de vie d'un système d'intelligence artificielle. J'arrive peut-être à un des derniers slides. Donc, les recommandations de l'UNESCO sur l'éthique, comme vous le savez, il y a eu 193 États membres qui ont adopté un nouveau texte de normalisation. C'est le premier texte normatif qui existe, qui a le mérite d'exister et qui vise à donner une orientation éthique aux technologies de l'intelligence artificielle. C'est un premier instrument juridique mondial sur l'IA qui n'est pas contraignant. Il n'oblige pas à être respecté d'une certaine manière, mais les recommandations disent qu'il faut plutôt respecter, qu'on ne peut pas imposer aux États membres d'appliquer telle ou telle réglementation. Ce n'est pas un texte juridique au sens propre du terme. Donc, ce texte, globalement, il aide, enfin, il indique, il incite à adopter un cadre pour éviter certaines dérives, comme les biais ou la violation de la vie privée,
Il donne une orientation responsable aux technologies de l'IA. L'idée aussi, c'est d'assurer un accès équitable tout en tenant compte des dommages et des impacts. Il y a eu de grands débats sur la possibilité de donner à une intelligence artificielle, par exemple dans le domaine de la créativité, une personnalité juridique. Et donc, on a tranché ça comme quoi il n'y a pas de personnalité juridique de l'IA. Et depuis quelque temps, au sein de la Comest, nous travaillons nous essayons de connecter l'intelligence artificielle à la robotique et aux objets connectés. Parce que, en fait, les trois forment un triptyque qui est indissociable. On peut avancer, s'il vous plaît? Donc, en conclusion, je dirais juste que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un outil très performant, très puissant, qui peut apporter beaucoup de choses au niveau économique, au niveau sociétal, etc. Mais il faut il est nécessaire donc contrôler les usages. Moi, j'aime toujours dire, il faut contrôler, il faut veiller à ce que les manipulations ne soient pas possibles avec des technologies comme l'intelligence artificielle. Il faut protéger l'IA de l'humain pour protéger l'humain de l'IA. Ça, c'est de moi et je trouve qu'il est très important aujourd'hui de faire attention à ce type de manipulation. Donc, je citerai juste pour conclure une avancée majeure dans ce domaine au niveau du Chili, qui a demandé à ce que les droits cognitifs soient reconnus comme des droits à part entière de l'homme et donc d'interdire les manipulations cognitives, comme on interdirait l'esclavage ou on interdirait d'autres choses de ce type. Donc, pour conclure, de nombreuses initiatives pour l'éthique de l'IA sont en cours, l'UNESCO, le Parlement européen, qui a aussi sorti un certain nombre de recommandations sur l'utilisation de l'IA. Et puis, aujourd'hui, il y a vraiment énormément de centres de recherche. Il y a vraiment une vraie prise de conscience globale sur le besoin de faire attention à l'utilisation des algorithmes de l'intelligence artificielle et surtout de la préparation correcte des données. Est-ce qu'on peut peut-être passer au suivant? Je crois. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, l'éthique, relève de l'enjeu démocratique. Il est très important de comprendre ce nouveau monde pour une meilleure gouvernance et un meilleur développement humain. Et aujourd'hui, il y a une littérature très foisonnante sur le sujet. Encore un slide, s'il vous plaît. Donc, les choses qu'on pourrait recommander, d'abord, c'est d'ouvrir les boîtes noires, d'expliquer ce qu'on fait dans les algorithmes, d'organiser l'audit et d'éliminer les biais, de légiférer pour les manipulations mentales, de réglementer les données, d'assurer la transparence et de rendre la confiance en prenant soin des populations et puis des catégories qui sont vulnérables. Voilà, donc je crois que j'ai terminé. Merci de votre attention. Bien sûr, c'est un sujet très sensible au niveau de l'IA et d'ailleurs, il est très important, vous l'avez à ce juste titre mentionné, ce sont les données en amont qui sont sélectionnées. D'ailleurs, ça nous permet de faire une très bonne introduction pour la présentation suivante de Monsieur Ousmane Bob, directeur du Data Center de Diamniadio à Dakar, qui nous fait le plaisir d'être sur place parmi nous et qui va pouvoir nous rejoindre ici auprès du Présidium pour faire sa présentation. Donc, du coup, bonjour tout le monde. Je suis ravi de partager cette thématique-là sur les data, sur l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, au Data Center de Diamniadio, qui est un data center qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps, on commence maintenant à travailler sur tout ce qui est problématique data. Il n'existait pas avant au Sénégal, c'est une première pour l'État. En général, ce sont les structures privées qui travaillent pour manipuler les données. Maintenant, depuis un an, c'est un peu notre rôle d'urbaniser, de gouverner, de gérer, de créer des cas d'usage et surtout de faire de Diamniadio un hub de data au niveau de l'Afrique. La thématique que j'ai à présenter, c'est une thématique qui est assez lourde parce que ça regroupe 4 domaines. Les 4 domaines, c'est d'abord l'intelligence artificielle. On ne va pas revenir sur les définitions un peu académiques, c'est que vous le savez,
Quel usage on a fait ici au niveau du Sénégal? Je pense qu'il faudra trouver quelqu'un qui vous donne un exemple réel pour dire, voilà, dans l'agriculture, on fait ça, et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on le fait, il ne faut pas se mentir. En termes d'usage, on est assez en retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le monde. Par contre, il y a des initiatives qui se font à gauche, à droite. Il y a des écoles qui se créent pour former les jeunes sur l'intelligence artificielle. Et tout ça, ça va favoriser peut-être un écosystème demain, peut-être d'ici 5 ans, 5 à 10 ans. Des solutions vont naître, des solutions sénégalaises qui vont sortir des applications à base d'intelligence artificielle. Maintenant, sur la partie intelligence artificielle, il y a toujours le cadre réglementaire qui n'existe pas aussi. Il ne faut pas chercher le midi à 14 heures. Il n'y a pas un cadre juridique qui encadre les données issues de l'intelligence artificielle au Sénégal. Il n'y en a pas. Les professeurs, je pense qu'il y avait un professeur tout à l'heure que j'ai entendu, je pense qu'à ce niveau-là, il faudra peut-être travailler pour créer ce cadre-là. Un pays a besoin d'un cadre réglementaire. L'intelligence artificielle peut être un vecteur de croissance, de développement pour un pays, comme ça peut être aussi un cauchemar pour un pays. C'est très important qu'on ait l'arsenal juridique qui permet d'encadrer, en tout cas, les résultats et les manipulations des données sur l'intelligence artificielle. C'est une de nos recommandations. L'autre point qui est important à côté de l'intelligence artificielle sont les data, les données. Diamniadio va devenir, comme je l'ai dit, le plus grand centre de données au Sénégal. L'objectif, c'est que toutes les données qu'on produit tous les jours, on produit des milliards de données, hein, que ce soit les données bancaires, le secteur privé, les données dans les médias, toutes les radios que nous avons, toutes les télévisions qui sortent, qui produisent à travers différents supports, que ce soit la télé, les quotidiens, les réseaux sociaux, qui produisent des millions de données par jour, mais le lendemain, on les perd. Il n'y a pas une réutilisation de ces données pour en créer des services. Et ces services-là vont peut-être être l'origine d'applications qui vont être créées, qui vont peut-être créer du business. On ne sait pas, en fait, suivre la chaîne de valeur de la donnée. On sait la produire ou la consommer, mais une fois qu'on la consomme, on ne sait plus quoi en faire. Une fois qu'on la produit, la suite, ça n'existe pas. Et c'est là où les GAFA font de l'argent. Le modèle économique de Facebook, de Google et de tous ces grands éditeurs et ces grands du web, de l'Internet, reposent sur leur capacité à réutiliser des données pour en créer des services. Et nous, la notion de service, on ne sait pas ce que c'est au Sénégal. Et c'est l'un des buts, d'ailleurs, du data center de Diamniadio, c'est d'être un hub de service. Mais pour avoir ce hub de service, il faut qu'on ait les plus grands référentiels qui existent au Sénégal. Actuellement, vu que c'est assez court, parce que si on développe le thème, on va dépasser les 15 minutes. Donc, moi, j'ai noté vraiment 4 thèmes. D'abord, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on va faire les usages au niveau du Sénégal. Le deuxième sous-thème, c'est plutôt les data, les données. Qu'est-ce qu'on a fait? Le troisième sous-thème, c'est la gouvernance des données. C'est aussi un autre sujet qui est assez vaste. Et après, le quatrième sous-thème, c'est la gouvernance des données issues de l'intelligence artificielle. Donc, pour juste donner peut-être du sens à mon intervention, je vais simplement parler des cas d'usage, ce qu'on fait nous réellement au niveau de Diamniadio actuellement. Actuellement, nous avons construit une couche Big Data qui nous permet d'avoir tous les référentiels du Sénégal, c'est-à-dire ce qui se fait dans chaque ministère, dans tous les systèmes publics de l'administration publique. On est en train d'être interconnecté avec les sources pour pouvoir avoir ces référentiels en temps réel, si possible. Ça dépend toujours de la qualité en termes d'utilisation du système d'information de la source, mais la plupart de nos référentiels, c'est en temps réel qu'on l'a, ou des data lakes qui sont construits et qui nous permettent, nous, d'avoir ce référentiel au niveau de Diamniadio. Pourquoi faire cela? Le Sénégal n'est pas interconnecté. Au Sénégal, si vous avez besoin, par exemple, d'une carte d'identité, ou bien si la police doit vérifier est-ce que votre permis est bon, ils n'ont pas les moyens techniques, en tout cas depuis le poste où vous êtes, pour vérifier, vous dire que votre permis est bon ou n'est pas bon. Les gens ne se parlent pas, les systèmes ne se parlent pas. Chaque chose a son propriétaire et son propriétaire refuse de le partager avec les autres. Et Diamniadio est le lien qui va permettre d'être connecté déjà à l'ensemble de ces sources-là et de le mettre à la disposition maintenant des applications, des services, du business qu'on va construire. Maintenant, ce qu'on fait vraiment dans l'intelligence artificielle, on a commencé à travailler sur un projet avec le ministère
de l'Intérieur, c'est sur la sécurité publique et les contraventions. Aujourd'hui, quand un policier vous arrête, il vous demande un tas de documents, permis de conduire, carte grise, assurance, tout ce que l'on veut. Il n'a aucun moyen technique de vérifier que ces documents sont vrais. Il regarde selon ce qu'il veut, il vous donne ou bien vous passez à autre chose. L'application qu'on est en train de construire, c'est une application basée sur effectivement des technologies big data, mais aussi sur des technologies d'intelligence artificielle. Demain, ce qui va se passer, il n'y aura plus besoin de vous demander tous ces documents-là. Donc, dès qu'un véhicule passe avec le téléphone, on récupère le QR code du matricule, et à partir du QR code, on a toutes les informations nécessaires, en tout cas disponibles du véhicule. On a la carte grise, on a le contrôle technique, on sait si l'assurance elle est valide ou pas. Est-ce qu'il y a un juge qui a décidé il y a 2 jours de vous retirer votre permis? Est-ce qu'il y a 2 secondes, 30 secondes, vous avez souscrit un réabonnement d'assurance? Donc, toutes ces informations-là, on l'a en temps réel. Donc, ce qui fait que le policier n'a plus besoin de vous demander des documents à chaque fois qui est répétitif. Donc, ce qui est répétitif, nous, c'est là où l'intelligence artificielle intervient. On veut tout ce qui est répétitif et qui ne sert à rien et qui permet au Sénégal, qui n'aide pas le Sénégal dans les économies d'échelle. Vous pouvez voir dans les routes de Dakar, dans chaque kilomètre carré, vous allez voir une dizaine, une vingtaine de policiers qui sont là-bas. En réalité, ils font tous la même chose. C'est ça qu'on va aller faire. C'est ça où l'intelligence artificielle va nous aider. Au lieu de déployer 3000 policiers ou gendarmes dans une petite commune comme Dakar, finalement, on va se trouver peut-être avec 300 ou 200 policiers ou gendarmes dans la rue. Et comme ça, les autres policiers vont aller faire un véritable métier de sécurité. Ils vont aller faire autre chose, les former dans d'autres métiers, au lieu juste de rester là à demander à chaque fois les mêmes choses. Donc, c'est cette action répétitive, cette économie d'échelle qu'on veut gagner, qui font en fait qu'on a utilisé un peu des technologies d'intelligence artificielle pour pouvoir sortir en fait dans ce petit business, cette application-là qui va sortir d'ici 6 mois la phase pilote et qui permettra en tout cas aux Sénégalais un réel changement. Changement d'abord dans la culture de la conduite. Maintenant, c'est fini, on fait ce que l'on veut et après, il ne se passe rien, on négocie. Tout votre comportement au quotidien dans la rue est installé dans un serveur. Donc, il est stocké dans un serveur. Tout ce que vous faites depuis que vous avez votre permis est stocké, on peut le retrouver. Vos contraventions, on les retrouve, vous devez les payer. Si vous ne les payez pas, on va vous attendre au prochain contrôle technique. Vous ne le passerez pas. Donc, vous allez perdre votre permis, vous allez perdre votre véhicule. Si vous roulez avec un véhicule sans assurance, ça dépend plus de la volonté du policier de vous dire, OK, je vous laisse passer ou pas. Vous n'avez plus de choix, votre véhicule va être immobilisé. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui va le faire à travers des workflows, une interconnexion entre les services des polices et la localisation des policiers, et aussi le service des fourrières qui vont venir récupérer le véhicule et le déposer ailleurs. Donc, ça sera une des innovations majeures que notre pays va connaître en utilisant certaines technologies d'intelligence artificielle à partir des données collectées qui dormaient pendant des années dans des ministères, au niveau des cartes grises, il y a des données qui sont là-bas. Et maintenant, on va les réutiliser. On va les utiliser, ces données vont vivre. Ces données vont vivre et vont produire des services. Et c'est dans ces services-là qu'on va gagner beaucoup d'argent, des milliards, parce que tout cet argent récolté, quand même beaucoup d'argent, c'est l'industrie des Sénégalais, quelque part, excusez-moi de ce terme-là, qui va augmenter le chiffre d'affaires des contraventions. Donc, l'estimation qu'on a fait actuellement, qu'on est en train de travailler, c'est que la police et la gendarmerie peuvent se retrouver avec 200 milliards de chiffre d'affaires juste sur la gestion des contraventions et de tout ce qui se passe sur la route. Donc, ça, c'est l'un des usages forts qu'on est en train de travailler actuellement avec les services de l'ordre. Il y a pas mal de domaines. Il n'y a pas que le domaine des transports, il y a le domaine de la santé, où actuellement on est en train de construire des référentiels toujours dans les technologies big data pour récupérer le maximum de données de santé. Tous les jours, les Sénégalais tombent malades. Ils vont dans des hôpitaux, on leur demande de faire des analyses, des radios, pas mal de data, de données qui sont échangées. Mais une fois qu'ils font ces analyses-là et qu'ils les proposent à leur médecin, il ne se passe plus rien. Ils vous disent, vous n'avez plus rien, monsieur, ou vous êtes en bonne santé, ou bien vous avez telle pathologie. Et la donnée, le cycle de vie de la donnée s'arrête là. Nous, ce que nous voulons, c'est que toutes ces données-là soient stockées, qu'on ne les perde pas, de manière à ce qu'on peut suivre le dossier patient. C'est-à-dire, vous pouvez être soigné dans n'importe quel centre de santé, hôpital, clinique de Dakar ou de la région.
on pourra toujours retrouver vos antécédents, ce que vous avez fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, quelle pathologie vous avez souffert, quel médecin vous avez traité, est-ce que vous étiez guéri ou pas, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a toutes ces informations-là. Dans quel laboratoire vous avez fait vos tests. Donc, toutes ces informations-là, on les a et on va créer des services. Et le service qu'on va mettre à la disposition des Sénégalais, c'est le dossier patient. Le fait que maintenant, chaque Sénégalais, quand vous remettez vos pieds dans un hôpital, plus besoin maintenant qu'on vous pose des questions, monsieur, est-ce que vous avez un diabète, est-ce que vous êtes, voilà, vous avez une pathologie, vous ne le savez pas. Hein? Moi, on me demande est-ce que vous avez le diabète, je ne sais pas, parce qu'on ne l'a jamais dit. Donc, le médecin maintenant connaît tout l'antécédent du patient, du Sénégalais en tout cas, qui rentre dans un hôpital, et tout ce qu'il fait aussi, des prescriptions d'ordonnances et d'autres. Donc, tout ça, c'est stocké. Donc, cette référentiel-là qu'on est en train de construire pour la santé, et après les usages, ça peut être énorme, tant dans le domaine de la prévention de certaines maladies, dans le domaine de... On ne va pas aller très loin. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'intelligence artificielle, par exemple. À partir de ces données-là, qui sont des données personnelles, parce que dire que telle personne a le diabète ou telle personne est atteinte d'un cancer de telle phase ou telle phase, ça appartient à la personne. Donc, c'est un délit au Sénégal. Aujourd'hui, il y a des lois qui le garantissent, en tout cas, qui fonctionnent très bien. Ça, c'est un délit. Mais par contre, nous, pour pouvoir travailler sur ces pathologies-là et faire de la prédiction, pouvoir, pourquoi pas, dire à un Sénégalais, à un dossier patient, que vous avez un risque de diabète dans 10 ans. Ou bien, vous allez peut-être, on n'a pas peut-être cette prédiction-là, dire que vous allez mourir dans 10 ans d'un infarctus ou de telle maladie, on ne va pas en arriver là. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire et c'est pourquoi on a besoin d'une loi ou d'une autorité qui va un peu travailler, en tout cas gérer un cadre cohérent de gouvernance des données issues de l'intelligence artificielle. Parce qu'il suffit que ces données-là tombent dans la place publique pour qu'un recruteur, avant de vous recruter, regarde, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que lui ne va pas tomber dans 6 mois? Est-ce qu'il a une maladie incurable? Donc, voilà, ça peut être très, très dangereux. Hein? Ce sont des choses qu'il faut absolument encadrer. Et c'est pourquoi j'invite les autorités dans ce sens, notamment la Commission de protection des données, d'aller plus loin et d'inclure les impacts négatifs de l'intelligence artificielle dans les textes législatifs là, qui vont sortir bientôt. Donc, on travaille aussi dans l'agriculture. Le Sénégal, l'agriculture, c'est un des domaines qui est le moins exploité au niveau du Sénégal. On croirait qu'être agriculteur est un péché, alors que c'est le domaine le plus riche du Sénégal. C'est le domaine qui va créer peut-être les futurs milliardaires qui vont exister, hein, des petits entrepreneurs qui vont investir dans ce domaine-là, mais ça sera plus de l'agriculture comme on le voit, comme on le connaît, comme nos grands-parents le faisaient. Ça sera de l'agriculture intelligente, de l'agriculture digitale, de l'agriculture numérique, on peut l'appeler comme on veut, mais ça sera cette jonction-là entre l'intelligence artificielle, le digital et l'agriculture qui va créer de nouveaux services. Et ce qui fera qu'au Sénégal, on pourra cultiver du riz 365 jours sans aucune interruption. On ne pourra plus dire qu'ici, il n'y a pas d'eau, je ne peux pas cultiver du manioc ou d'autres légumes. Donc, toutes ces questions-là qui étaient des barrières avant et qui faisaient que certaines zones étaient arides et que nos cultivateurs étaient obligés d'attendre toujours la période d'hivernage pour pouvoir travailler et après dormir pendant 9 mois et réattendre un site qui se reproduit éternellement. Donc, c'est ça qu'on va casser. Et pour le casser, ce sont les résultats de l'intelligence artificielle, du digital et de la data. C'est pourquoi on a besoin de toutes ces données-là qu'on conserve au niveau de Diamniadio pour créer des services. Sur le plan des médias, pareil, les médias sont les plus gros producteurs de données. Hein. Vous appuyez sur n'importe quelle chaîne, vous allez voir une information, des données qui passent, échanger sur différents supports. Ce que l'on veut, c'est stocker, créer cette bibliothèque numérique qui stocke l'ensemble des données, tout ce qui se passe dans les chaînes dans les chaînes sénégalaises, dans les radios, tout ce qui se dit, de manière à ce que dans 50 ans, il y a des étudiants qui travaillent sur tel sujet, ils peuvent taper quel auteur, telle personne, tel événement qui s'est passé le 4 juin 1968, c'est vraiment là où vous puissiez en disposer. On ne réinvente pas la rue, c'est une sorte d'institut national de l'audiovisuel à la française qu'on veut créer. Et avec ces centaines de milliers de terras de données, on va aussi utiliser les technologies d'intelligence artificielle pour pouvoir proposer des services pour le monde de l'audiovisuel. Donc, les banques sont les plus gros producteurs aujourd'hui et consommateurs de données. Sur le fait que,
l'acceptation d'un client, la notion même de client. Qu'est-ce qu'on fait du client? Pourquoi tels clients sont classés dans les banques? On vous classe, hein, on vous classe tous selon votre fortune, selon l'argent que vous avez, selon vos projets, et selon aussi l'utilisation que vous faites de votre comportement en tant que client. Donc, toutes ces données aussi, on va les utiliser pour les stocker au niveau de Diamniadio, en tout cas. Et tout ça, c'est dans un cadre quand même réglementé. Hein. On ne prend pas des données pour les mettre. Il y a une réglementation, il faut qu'on respecte la loi. On travaille avec les fournisseurs de ces données-là, les propriétaires de ces données. On signe des conventions. Une fois qu'on est d'accord, là, on prend les données, on le travaille. Et en le travaillant, c'est là où l'éthique vient. C'est là où des notions de protection des données arrivent. Et par contre, ce qui nous manque aujourd'hui, vraiment, c'est l'encadrement de l'équipe. C'est quoi l'équipe aujourd'hui dans le traitement des données qu'on fait? Et quel instrument juridique nous avons pour pouvoir freiner ces ardeurs qui peuvent aller beaucoup plus loin sur certains sujets qui sont sensibles. Donc, voilà, Diamniadio, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. On va en faire demain un centre d'intelligence artificielle. C'est notre vocation. Ça sera le plus grand référentiel de data au niveau du Sénégal. On va avoir toutes les données d'état civil, hein, où c'est un sujet qu'on parle depuis des années et des années. Maintenant, là où on pêche un peu, c'est vraiment sur le cadre juridique. Voilà, c'est là où aujourd'hui on ne peut pas trop avancer. On a besoin d'abord de mettre en place les lois avant de sortir des solutions, d'utiliser les données des gens parce que ça ne nous appartient pas. C'est ça qui fait qu'on perd du temps et on n'avance pas aussi vite qu'on l'aimerait. Voilà, donc moi, c'est l'expérience que je voulais partager un peu avec vous sur ce qu'on fait au niveau du data center de Diamniadio. C'est un data center c'est son sens, c'est-à-dire notre but, c'est d'héberger des données, que ce soit du cloud, soit des solutions de cloud public, des solutions de cloud privé, des solutions de cloud hyper convergées, hybrides. Bon, tout ce qui se fait aujourd'hui chez Google, chez Amazon ou ailleurs, le but, c'est d'en faire la même chose, mais à la sénégalaise, hein, avec une marque sénégalaise. On héberge, on a suffisamment de capacité pour héberger des banques entières, des structures entières comme des médias, quels que soient vos besoins en termes de capacité, on a les moyens aujourd'hui de le faire. On veut maintenant profiter de cette jonction-là entre notre couche service et notre couche infra pour maintenant être le plus grand référentiel de data au Sénégal. Et ces référentiels-là, maintenant, vont être la source de ces solutions d'intelligence artificielle, de big data, de data mining, de tout ce que l'on veut, tout ce qui permet à la data d'avoir de l'intelligence ou de mettre l'intelligence au niveau de la data. On va essayer de travailler dessus. Voilà, donc sauf si vous n'avez pas d'autres questions, c'est l'expérience que je voulais partager avec vous en vous remerciant de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Monsieur Bob, nous vous remercions pour ce brillant exposé que nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt parce que c'était très pratique. Et on suivra bien sûr tout ce qui se passera au sein de ce data center au Sénégal puisqu'on voit que de belles choses se font et elles sont évidemment menées par d'une main de maître. Donc bravo à vous et merci pour cet exposé. Donc, nous vivons tous dans un environnement VUCA, donc volatile, incertain, complexe, ambigu. Et donc, au sein de cette conférence, c'est un peu ce qui se passe. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Monsieur Maram Kairé, astronome, qui nous fait l'honneur d'une visite. Donc, pour cette raison, comme Monsieur Kairé est quelqu'un de très important et qui va devoir être appelé sur d'autres choses, je vais lui laisser la parole quelques instants pour lui dire un mot, puisque nous apprécions sa présence et nous souhaitons l'en remercier. Monsieur Kairé, je vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup Gaël et bonjour à tous. Je n'aurais pas souhaité démarrer cette partie par un conflit, mais je vais le faire quand même sur un mot pour lequel je ne suis pas d'accord, je ne suis pas important. Juste un petit conflit d'agenda, j'ai une conférence qui démarre à 16h en France. Je dois animer, donc c'est juste ça, mais je ne suis pas important. Voilà. Ceci dit, bravo, félicitations. Je voulais juste, dans ce mot, en fait, féliciter les organisateurs pour cette initiative. C'est une excellente initiative. Et en écoutant Bob parler tout de suite, on voit tout de suite, en fait, que le sujet ne pouvait pas être mieux choisi que de faire, en fait, ce mix entre le spatial et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si je devais dire un petit mot, ce serait déjà
se féliciter en tout cas de l'évolution des choses ici au niveau du Sénégal. En 2015, nous avions commencé à réfléchir sur ce que devrait être le spatial au niveau du Sénégal à l'époque en tant que conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur. Et après 3 années de conception, nous sommes arrivés le 14 janvier 2019 à signer 2 conventions importantes. Une première avec le CNES, le Centre national d'études spatiales. Après 8 mois d'aller-retour de documents, de cadres juridiques, comme vous le dites, nous sommes parvenus à faire signer ces 2 conventions, donc le 14 janvier 2019, pour d'abord développer le spatial un peu partout dans nos universités. La deuxième convention, c'était pour mettre en place un centre d'assemblage de microsatellites à Diamniadio avec Ariane Group. Et tout cela aujourd'hui a permis en tout cas de poser les jalons ou les bases de ce que doit être le spatial du Sénégal dans les années à venir. Et aujourd'hui, on se réjouit qu'une telle activité puisse se tenir. Donc, on félicite vraiment les organisateurs. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est très rapidement dire qu'en écoutant Bob parler tout de suite, on voit tout de suite l'interaction qui va de soi entre l'utilisation de ces données dont vous parlez, mais non seulement par rapport à l'intelligence artificielle, mais également par rapport au spatial. Et je prendrai le cas, en fait, de développement durable qui constitue aujourd'hui notre feuille de route un peu partout à travers le monde. Le constat est fait aujourd'hui que en faisant une corrélation entre les cartes des pays qui sont des pays opérateurs de satellites ou qui disposent d'une agence spatiale forte, sont les qui sont en avance aujourd'hui dans l'atteinte de leurs objectifs de développement durable. Et si j'avais présentation, c'est peut-être la première image que je vous aurais montrée. Ces pays qui sont de plein pied aujourd'hui dans le spatial sont les pays qui sont le plus en avance dans l'atteinte de leurs objectifs de développement durable. L'interaction se poursuit également dans l'atteinte de ces objectifs. Aujourd'hui, on sait que sur cette ODD, l'essentiel repose directement ou indirectement sur l'utilisation du spatial. Et c'est pour ça que je prenais tout de suite exemple sur ce qu'il dit. Si vous prenez le domaine de la santé, je pense qu'on en a déjà parlé peut-être avant qu'il n'arrive, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et que ce soit aujourd'hui pour le domaine de la santé avec la télémédecine, et il a donné des exemples aujourd'hui. Dans le domaine du télémédecine, on a eu une catastrophe, on va dire, mondiale avec cette pandémie. Toutes les écoles sont fermées, toutes les universités. Les seuls qui ont fonctionné, c'est le satellite. Si nous pouvons distribuer Internet un peu partout à travers le Sénégal, on peut assurer la continuité des cours, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, dans le domaine de l'éducation, qui est le point 4 des ODD. Si vous prenez le point lié à l'agriculture, zéro faim, que tout le monde puisse manger convenablement, on fait appel tout de suite à l'agriculture intelligente dont il a parlé. Ici au Sénégal, on était habitué à voir la saison des pluies qui arrive fin mai, début juin. Aujourd'hui, on est obligé même de faire des prières au mois d'août pour que la pluie arrive, en fait. Donc, c'est pour vous dire que ce décalage de quasiment 2 mois et demi de la saison des pluies nous interpelle à un niveau très, très élevé. Et grâce à l'utilisation des données satellitaires, on peut anticiper sur ces aléas climatiques et avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, renforcer le dispositif d'une agriculture intelligente. C'est valable également pour les autres aspects, que ce soit la sécurité, la surveillance de nos frontières, des ressources maritimes, les ressources énergétiques et ainsi de suite. On va se retrouver donc avec une exploitation, utilisation spatiale quasiment dans tous les secteurs de la vie et qui nous permettent de pouvoir avancer dans cette atteinte des objectifs de développement durable. Mixé à l'intelligence artificielle, on gagne en efficacité et je pense que c'est pour ça que ce thème en fait est très, très pertinent. Maintenant, le troisième point, c'est le point de l'éthique même. Qu'est-ce que nous allons faire réellement en fait de cette intelligence artificielle qui est entre nous? Mais en 1942, Isaac Asimov, par anticipation, parlait des lois de la robotique, les 3 lois de la robotique, et ça, je pense que c'était très intéressant à cette époque d'anticiper sur ce qu'un robot peut faire et ne peut pas faire. On est arrivé à 3 lois. Aujourd'hui, on est à une 4e loi qui dit qu'un robot a le droit de se reproduire. Mais si vous donnez à ce robot le droit de se reproduire et vous lui ajoutez l'intelligence artificielle, la possibilité aujourd'hui non seulement
de se reproduire, mais de choisir même ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Je pense que ça nous interpelle à un niveau très, très élevé. Je vous invite tous à regarder aujourd'hui ce que fait une société comme Boston Dynamics par rapport à l'intelligence artificielle et la robotique. Si aujourd'hui, nous avons pu anticiper en mettant ces lois à partir de 1942 grâce à Isaac Asimov pour la robotique, nous devons faire de même, sinon beaucoup plus même, grâce à une anticipation sur ce que l'intelligence artificielle doit permettre ou ne doit pas permettre. On est dans une période qui est extrêmement complexe et je pense que les derniers développements qu'on a vus nous interpellent vraiment de façon très, très significative. Qu'est-ce que nous pouvons faire grâce à cette intelligence et qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Et ça, je pense que c'est pour le bien de toute l'humanité. Donc, c'est une question qui est d'actualité. Bravo de l'avoir choisi comme thème. Et je terminerai en disant que j'étais au Congo il y a juste 3-4 jours pour la Semaine nationale de la science et je leur disais en fait à ces jeunes qui sont passionnés de spatial que l'Afrique a raté le train en fait de la révolution industrielle. Cette révolution, nous l'avons ratée. On en entend parler, on l'a étudié, mais on n'a pas été des acteurs. On a raté le train de la révolution numérique. Bien que les composants sont faits à partir de minerais qui viennent aujourd'hui du sous-sol africain, mais nous ne sommes pas dans cette révolution. Ici, dans cette salle, je suis sûr qu'il n'y a personne avec un téléphone made in Sénégal. Voilà. Donc, c'est tout aussi valable pour qui que ce soit ailleurs. Nous avons raté donc ce train de la révolution industrielle, de la révolution électronique. Nous sommes en plein dans la révolution du numérique. Et une chance incroyable, même les enfants de 3 ans, 4 ans chez nous aujourd'hui sont tous connectés grâce au téléphone de maman. C'est rarement le téléphone de papa, mais c'est toujours le téléphone de maman. Nous sommes donc dans cette révolution du numérique. La dernière et la grande révolution, la 4e, elle est en train de siffler, ce train est en train d'arriver. C'est la révolution du spatial et nous n'avons pas le droit de rater ce train parce qu'on n'est pas sûr en fait qu'il y en aura juste après. Et si nous devons aujourd'hui parler de l'Afrique par rapport au spatial, à l'intelligence artificielle de façon générale, on peut être optimiste. En l'espace de 20 ans, nous sommes à une 40aine de satellites lancés depuis le continent. Nous espérons que dans les 10 prochaines années, on serait autour d'une 100aine de satellites lancés. Ça veut dire que le réveil se fait, mais nous n'avons pas le droit de rater ce train. Et c'est le message que je voulais partager avec vous et je vous souhaite une très, très bonne continuation. Merci. Monsieur Kairi, vraiment merci pour ces quelques mots. Nous avons écouté tous vos conseils et ce qui a permis aussi de réinsister, hein, comme ça a été déjà fait précédemment, mais sur l'importance de se lancer dans l'aventure spatiale ici au Sénégal et bien sûr supporté par l'intelligence artificielle et donc la data. Donc j'espère que le message a bien été entendu et nous espérons qu'à l'issue de ces conférences, des choses se feront, de nouvelles continueront et que nous pourrons vous recroiser sur notre chemin et pouvoir peut-être modestement contribuer à vos ambitions. Ainsi que M. Bob, bien sûr, parce que tout est lié aujourd'hui avec les data, l'IA et l'UNESCO. Merci à vous. Bien sûr, monsieur, nous vous laissons partir et merci de votre présence. Merci. Donc, sans plus tarder, et nous allons laisser la main à Maître Numa Ismar, qui est avocat spécialisé dans la régulation des industries en réseau, en nouvelles technologies et en activité spatiale. Et celui-ci va faire une introduction sur la situation du droit spatial. Donc, Maître Numa Ismar, nous vous remercions de votre présence et nous vous cédons la parole. Je vous remercie beaucoup. C'est moi, effectivement, qui vous remercie pour cet événement de grande qualité et c'est toujours un honneur de suivre l'intervention d'un astronome de cette envergure. Et effectivement, vous exposez dans ces quelques minutes, parce que le temps est compté, cette situation du droit spatial, qui peut d'ailleurs, le simple idée d'avoir un droit spatial peut surprendre. Et c'est tout l'enjeu de cette introduction, d'une part de vous exprimer qu'est-ce que c'est ce droit spatial, et puis d'autre part d'essayer de vous introduire à la nécessité de s'en emparer, et notamment pour les nations qui ont une ambition de développer une industrie spatiale nationale, de se saisir de ces problématiques qui peuvent paraître un peu sophistiquées, mais qui pourtant sont essentielles. Slide, s'il vous plaît. Alors, la slide suivante. Alors,
Voilà, alors quelques petites questions qui servent un petit peu d'introduction et de phase de passage pour notre réflexion. Alors d'abord, pourquoi effectivement un droit spatial? L'espace est une donnée assez particulière, est un paramètre assez particulier parce que c'est un endroit très difficile d'accès, qui peut paraître très lointain, qui est très lointain, et dont on peut s'imaginer que la réglementation est une donnée secondaire. Alors, pas du tout, puisque c'est aussi un enjeu de souveraineté. C'est un espace où, initialement, et d'ailleurs même encore à l'actuel, c'est encore un club assez fermé d'acteurs étatiques, et puis maintenant des acteurs privés. Mais derrière, vous avez des grands enjeux de souveraineté, des grands enjeux de souveraineté militaire, mais aussi de souveraineté technologique, de souveraineté industrielle. Et donc, il y a eu nécessité pendant la guerre froide, et toujours bien évidemment a fortiori à l'heure actuelle, d'opérer une réglementation de cet espace. L'objet du droit spatial, c'est naturellement de réglementer les activités spatiales au sens large du terme. Donc, il y a à la fois des activités traditionnelles de lancement, d'exploitation de satellites, mais également après de transfert, d'exportation notamment de matériel que l'on peut qualifier de double usage. On verra plus tard qu'est-ce que cela recouvre. Quel est le champ d'application du droit spatial? Alors finalement, c'est l'espace extra-atmosphérique, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a pas de définition légale de la séparation entre espace aérien, qui lui est soumis à la souveraineté de l'État, et l'espace extra-atmosphérique, qui par définition est un peu comme la haute mer, c'est-à-dire un lieu dans lequel il n'y a pas vraiment de souveraineté identifiée. Il y a même, et on le verra tout à l'heure, une prohibition de la souveraineté telle qu'on l'entend sur Terre, mais il y a plutôt un système d'immatriculation et d'état de lancement qui permet d'avoir des zones de souveraineté, mais qui sont vraiment circonscrites à des engins spatiaux, à des fusées, à des satellites, etc., etc. Qui est soumis au droit spatial? De prime abord, le droit spatial, c'est une affaire d'État. C'est originellement le droit international public, donc c'est vraiment le droit qui gère les relations entre États souverains. Et puis, par voie de conséquence, c'est un droit qui s'est appliqué à des entités d'abord gouvernementales et puis après non gouvernementales et privées. Le grand icône de ces secteurs, c'est typiquement une société comme SpaceX, qui est une société privée, et qui pourtant a une place prépondérante dans les activités spatiales, même entre États. Et puis quand, effectivement, ce droit spatial doit-il être appliqué? Est-ce que c'est uniquement dans l'espace? Eh bien non, c'est un droit qui s'applique également sur Terre, qui s'applique même en amont du lancement, durant toute la phase de préparation des projets spatiaux. Donc on voit vraiment que le droit spatial, c'est quelque chose qui existe et qui englobe de manière beaucoup plus complexe toute une industrie, qu'elle soit notamment sur Terre, mais aussi quand elle arrive dans l'espace. Je vous invite à mettre la nouvelle slide, s'il vous plaît. Alors, juste en quelques mots, parce que l'idée, bien évidemment, de cette présentation n'est pas de vous noyer sous des concepts techniques et juridiques et sur une description d'un cours de droit, mais c'est pour vous vraiment de comprendre un peu comment ça s'organise au niveau international. Alors, ce droit international de l'espace, qui est le droit vraiment originaire, qui est le droit entre les nations spatiales, d'abord a commencé dans les années 60, en 1967 très précisément, avec le traité de l'espace, qui est vraiment le traité fondamental sous l'égide bien sûr des Nations Unies et qui vient poser tous les grands principes que nous verrons tout à l'heure du droit spatial international, c'est-à-dire du droit spatial des relations entre États pour ces affaires spatiales à titre purement spécifique. Ces grands principes ont été ensuite détaillés dans d'autres traités, des traités plus d'application. Je pense notamment à un traité très important, puisque c'est celui de 72 sur la responsabilité, la Liability Convention, puisque effectivement les activités spatiales sont des activités extrêmement dangereuses. Donc vous imaginez bien qu'une des premières choses que nous, juristes, on a souhaité réglementer, c'était la responsabilité. En d'autres termes, qui est responsable de quoi en cas de problème? Et malheureusement, les problèmes peuvent être nombreux dans l'espace. Et on verra tout à l'heure notamment qu'il y a une responsabilité, grosso modo, bicéphale, c'est-à-dire la responsabilité sur Terre, qui elle est sans faute, c'est-à-dire que quel que soit le problème, que ce soit une faute ou une négligence, vous êtes responsable. Et puis dans l'espace, on a une responsabilité beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, puisqu'il faut vraiment prouver une faute. Donc là, c'est vraiment des piliers fondamentaux du droit de l'espace. Ensuite, vous avez corollaire de cette liberté d'accès à l'espace qui est proclamée dans le traité spatial de 67, mais finalement, c'est la responsabilité des États de suivre ces opérations spatiales. Et c'est pour ça que les Nations Unies ont accepté cette convention sur l'immatriculation des objets spatiaux. C'est un peu ce qui se passe finalement dans le droit maritime. Là où le droit maritime, on a des vaisseaux avec des pavillons, et bien c'est pareil pour les satellites et pour les fusées. Elles sont
immatriculées, elles ont leur propre numéro, et tout ça est dans un registre qui est tenu par les États et qui ensuite est consolidé au niveau des Nations Unies afin de savoir qui est où et qui fait quoi. Et puis, tout à droite du schéma, vous avez l'accord sur le sauvetage finalement des astronautes. Alors c'est intéressant parce qu'on est en 68 et on est en pleine guerre froide, et pourtant, il y a ce texte international qui a été largement approuvé, qui a été même approuvé de manière unanime par les États, en tout cas les États engagés par la course spatiale, et notamment les États-Unis et l'Union soviétique de l'époque, pour donner un statut très particulier aux astronautes, un statut d'envoyé de l'humanité, et donc de leur accorder une protection globale en cas de péril. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à noter. Et puis, j'en parle en dernier parce que c'est un accord un petit peu plus récent et un petit peu plus controversé. C'est l'accord sur la Lune qui fixe des principes un petit peu plus audacieux et dont l'interprétation, en tout cas, est aujourd'hui remise en cause, notamment à l'aune des activités privées. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, en quelques mots, histoire de ne pas dépasser le temps alloué, quels sont les grands principes du droit international de l'espace? Le premier principe, c'est le cadre du milieu, c'est la liberté d'exploration et d'utilisation de l'espace. Ça peut paraître évident, mais il faut bien imaginer que dans les années 60, quand on a vraiment commencé la conquête spatiale, c'était finalement que 2 ou 3 États, États-Unis, Union soviétique, France, Angleterre, qui vraiment commençaient à se lancer dans ces explorations uniquement d'ailleurs étatiques. On ne parlait pas du tout d'industrie nationale, d'industrie privée encore moins, et donc qui ont lancé cette course vers le spatial, et les Nations Unies, ce traité international est allé reconnaître à tous les États cette liberté d'explorer l'espace, et donc ça s'applique à tous les États, que ce soit la France, les États-Unis, le Sénégal. Tous ces États-là ont le droit d'aller explorer l'espace. Et ça, c'est gravé dans le marbre. Et bien évidemment, le corollaire de ça, puisqu'à grande liberté, il y a une grande responsabilité, on a les principes d'enregistrement et le principe d'autorisation. Et le principe d'autorisation et d'enregistrement sont très importants parce que c'est ce qui donne à l'État les moyens de suivre ce qui se passe sous sa juridiction, puisque c'est l'État, il ne faut pas oublier, qui est responsable devant les autres États des activités de ces sujets, des activités de ces entités non gouvernementales, c'est-à-dire de ces entreprises privées, etc. Donc, vous prenez par exemple un SpaceX qui est américain, les États-Unis sont responsables au niveau international de ce que fait SpaceX, puisque ce sont les États-Unis qui autorisent les lancements de SpaceX. Vous imaginez quand même l'importance qu'il y a, et l'importance aussi des relations dans ces industries entre les agences étatiques et les acteurs, que ce soit d'ailleurs des acteurs du Legacy Space, on verra ce que c'est tout à l'heure, et du New Space. Ces deux types d'acteurs sont quand même contraints, et puis profitent aussi de cette relation de réglementation, de régulation qu'il y a avec les pouvoirs publics. Je citerai également au passage un autre principe cardinal, qui est notamment l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, notamment dans ces temps troublés de guerre. L'espace, en tout cas, est réglementé par ces principes forts, où les activités militaires, en tout cas, les activités belliqueuses sont par définition prohibées. Alors, on verra après que ça n'empêche pas d'avoir des problématiques de défense nationale. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, quelques enjeux actuels, vraiment pour un peu brosser le tableau. Vous avez vu que ces traités, s'ils posent de grands principes, notamment le traité de 67, ce qui fait vraiment sa pertinence à l'heure actuelle, c'est qu'il a cette vision assez large, qu'il a ces grands principes, mais ces traités ont quand même un certain âge, plusieurs décennies, datent de la guerre froide, et quand on voit l'évolution de l'industrie spatiale en 40 ans, on s'imagine bien qu'il y a un certain nombre de paramètres qui n'étaient pas pris en compte à l'époque. On parlera notamment, par exemple, de la crise des débris spatiaux, chose qui n'existe absolument pas dans ces traités-là. Et donc là, il y a un vrai sujet à l'heure actuelle de réforme, autant que faire se peut, parce que c'est des choses assez compliquées à mettre en œuvre au niveau onusien, mais il y a cette problématique-là des traités anciens. Il y a aussi ce côté dual maintenant dans les grands acteurs du spatial. Ce qu'on appelle les legacy space, c'est généralement des grandes industries comme Airbus, comme Boeing, Lockheed Martin, etc. Et puis le New Space, vous avez un fier représentant ici avec Prométhée, qui sont ces industries qui émergent et qui ont une proposition de business un peu différente, une façon de travailler un petit peu différente, et qui viennent notamment mettre à portée du plus grand nombre le spatial. SpaceX, typiquement, fait partie aussi des premiers prototypes du New Space. Donc vous voyez, ce dualisme dans les acteurs vient aussi impacter le cadre réglementaire qui était plutôt pensé, il faut l'avouer, in fine, ab initio plutôt, qui était plutôt pensé pour des industries nationales en silo, très intégrées au sein des États.
Il y a également, et ça c'est un peu le pendant du côté assez vieillissant des traités, c'est le côté contractuel. Donc maintenant, les traités sont un peu délaissés, on voit de plus en plus d'accords internationaux, d'accords binationaux, d'accords plurilatéraux. Je pense notamment aux accords Artemis qui sont bien sûr dirigés par les Américains, mais qui sont plus ou moins une espèce d'entente sur l'interprétation du droit international de l'espace. Voilà, ça, c'est un phénomène qui n'existait pas il y a quelques années et qui maintenant revient en force. On a parlé de la crise des débris, qui est quelque chose d'absolument majeur et qui vient menacer véritablement le libre accès à l'espace. Et là, il y a un vrai vide juridique, et c'est très compliqué, et on voit vraiment plus là, maintenant un système un peu bottom-up, c'est-à-dire que c'est les pratiques des industriels et des parties prenantes qui vient à terme, en tout cas, influencer, on l'espère en tout cas, des normes contraignantes au niveau international. Ensuite, les 4 derniers points, ce sont d'autres phénomènes qui arrivent et qu'on voit déjà, le phénomène des méga-constellations, personne n'a échappé à ces grands projets que l'on voit notamment par les géants d'Internet, qui posent la problématique notamment de la saturation des orbites basses. Comment est-ce que l'on gère ça? Pour l'instant, il n'y a pas d'autorité de régulation globale par définition, parce que pour ça, il faut avoir une souveraineté, ce qui n'est pas le cas au niveau global. Donc, on a une problématique à ce niveau-là. Les ressources spatiales font aussi partie d'un sujet de pointe, mais que l'on voit maintenant de plus en plus, c'est l'exploration des ressources spatiales. Certains disent que ce n'est pas forcément autorisé, d'autres plaident plutôt pour la mise en place d'un système global. Ce sont des chantiers encore à l'heure actuelle. Le Space Traffic Management ou STM est également un paramètre qui doit être mis en place et que je relie un peu avec le côté militarisation, puisqu'on voit que le STM est plus ou moins pris en charge maintenant par des armées spécifiques, des corps d'armées spécifiques. Tout le monde connaît la Space Force américaine. Il y a également un commandement de l'espace en France. Et ce sont des problématiques que l'on va voir de plus en plus arriver, que l'on voit aussi sur le devant de la scène maintenant avec la crise qu'on a en Ukraine, avec des problématiques de piratage, etc. Donc, il y a une nécessité aussi de défendre les installations satellitaires, mais dans le respect des cadres juridiques actuels. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, juste là, c'est une petite visualisation pour vous montrer un peu comment le droit spatial s'articule et comment il fonctionne d'un point de vue hiérarchique. Le droit, traditionnellement, a une vision très hiérarchique de son fonctionnement. On a finalement les grands traités onusiens que j'ai exposés il y a quelques instants, qui sont l'espèce de plus grand dénominateur commun. Et puis, on va descendre par ordre d'importance avec des accords régionaux, par exemple, les accords qui ont fondé l'Agence spatiale européenne, et puis des lois spatiales nationales. La France en a, les États-Unis en ont, et d'autres pays également. Ensuite, vous avez des réglementations plus techniques au niveau national. Et enfin, cette notion de soft law qui est très intéressante parce qu'elle préfigure un peu ce mouvement à rebours qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle, où vu qu'il est très difficile de mettre à jour des traités onusiens, on va plutôt puiser dans la pratique des industriels. Et ça, c'est effectivement ce droit souple, ce droit qui n'est pas vraiment contraignant, mais qui a une certaine influence. Et cette mesure d'influence vient finalement après, par schéma inverse, vient influencer les strates supérieures du droit. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pour achever mon intervention, je souhaitais attirer l'attention sur les problématiques des lois nationales, parce que c'est quelque chose que l'on voit se développer de plus en plus et qui a été souvent perçu de manière traditionnelle comme étant un peu l'achèvement d'une industrie spatiale, c'est-à-dire qu'un État a lancé des activités militaires pour faire du spatial, il a fait du spatial, il y a une industrie nationale qui a été mise en place, l'industrie nationale s'est privatisée, il y a eu des acteurs privés qui sont arrivés, des startups, et puis enfin on se dote d'une loi nationale. Alors cette vision-là, elle est un petit peu finalement à rebours de ce que prévoient les textes, puisque quand on voyait l'article 6 du traité sur les activités spatiales, eh bien, lui-même vous prévoit que quand vous êtes un État parti au traité, vous avez effectivement la liberté d'aller dans l'espace, mais votre responsabilité, c'est de prévoir un cadre juridique pour vos entités non gouvernementales. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention, et je pense que c'est particulièrement intéressant quand on a une ambition d'avoir une industrie spatiale, même si c'est une industrie spatiale naissante. Il est à mon avis intéressant de réfléchir à la notion de loi nationale afin que cette dernière vienne remplir des objectifs assez précis qui sont dans la slide suivante. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Quel est l'intérêt d'une loi spatiale? D'abord, adopter une loi spatiale nationale, c'est faire preuve, c'est faire montre d'un acte politique fort, c'est-à-dire que déjà vous reconnaissez l'existence d'un secteur. Alors, il n'est pas forcément pléthorique, mais au moins vous reconnaissez l'intérêt qu'a le pays à se doter d'un secteur spatial privé ou mixte, mais en tout cas vous montrez
par l'existence de cette loi, votre intérêt pour cela. On parle notamment du Sénégal. Je sais que le Sénégal a notamment une loi sur les startups qui est extrêmement bien faite et qui a cet avantage de montrer aussi au monde et aux investisseurs qu'il y a cette appétence et il y a cette préparation du pays pour accueillir ce genre d'industrie-là. Et c'est tout l'intérêt d'avoir le pendant dans ce secteur spatial. C'est aussi un signe que l'on montre aux investisseurs qu'il y a une certaine maturité dans la réflexion publique et puis une certaine stabilité. C'est quand même quelque chose d'assez courant que les investisseurs n'aiment pas trop l'indécision et l'instabilité juridique. Or, lorsqu'on a une loi spatiale, même si elle est basique et parce qu'elle sert à accompagner, eh bien c'est quand même un signal qui est envoyé et qui peut être extrêmement intéressant. Puis l'autre pendant de l'adoption d'une loi spatiale, c'est le côté vraiment purement juridique. C'est-à-dire que là, vous mettez quand même les bases de la réglementation du secteur et surtout, vous, en tant qu'État, en tant qu'entité publique, eh bien, vous avez cette capacité à identifier, à autoriser, mais aussi à suivre ce que font vos acteurs, même si vous n'avez pas à l'heure actuelle de spaceport sur votre territoire, même si vous ne lancez pas directement de votre territoire, vous avez au moins la capacité de savoir ce que vos acteurs nationaux ou vos partenaires internationaux, quand ils sont en cheville avec vous, eh bien, font, puisque vous avez, vous aussi, ce système d'autorisation qui est mis en place sur votre territoire. Et pour illustrer mon propos, je vous propose de voir très très rapidement deux lois spatiales très différentes, mais pour vous montrer un peu leur architecture. Alors effectivement, merci pour le slide. La LOS française, qui est un peu la grande référence européenne, c'est une loi qui date de 2008, donc on voit déjà maintenant qu'il y a un certain âge et qui est de toute façon en cours de rénovation. Et quand on voit son plan, c'est très intéressant de remarquer que tout de suite, on voit que la France a une activité de lancement importante, qu'elle a le centre spatial guyanais et qu'elle fait ça depuis très longtemps. Parce que si vous voyez l'architecture de la loi, il y a de grands passages et de grandes dispositions importantes sur l'autorisation. Et donc toutes les conditions qui sont ajoutées, qui sont mises en place pour justement sécuriser au niveau de la réglementation nationale ce type d'opération. Donc là, on voit un grand bloc sur l'autorisation, un grand spéculation et surtout un grand bloc sur la responsabilité, parce que la France avait le choix d'avoir des dispositions extrêmement précises et claires pour à la fois se protéger, mais aussi protéger son secteur spatial. Et puis vous avez d'autres dispositions un petit peu plus à la marge, notamment les données spatiales, parce que vous avez une grande activité à la fois de lancement et de construction de satellites. Vous voyez cette loi qui représente aussi un peu cette activité spatiale nationale et qui vient sécuriser, qui vient stabiliser ce cadre d'opération. Et puis à l'inverse, c'est la dernière slide, la loi plus récente, très récente, voilà, sur le Luxembourg. Alors, effectivement, tout le monde a été très surpris quand le Luxembourg a commencé à faire des activités spatiales. Le Luxembourg, c'est quand même un État très petit qui n'a pas de passé industriel spatial, en tout cas significatif. Et pourtant, à partir de 2019, c'est un État qui a commencé à être assez militant, d'abord sur les ressources spatiales. Et puis en 2020, il s'est doté d'une loi qui est extrêmement efficace parce qu'elle est extrêmement réaliste par rapport au pays. C'est-à-dire qu'elle pose des grands principes qui sont directement issus du droit international, donc il n'y a pas vraiment de surrajout, à la différence des lois françaises ou américaines, parce que derrière, vous avez un tissu beaucoup plus complexe. Mais là, on a vraiment une loi militante, c'est-à-dire c'est une loi qui vient appliquer le droit international public au sein de l'État et qui vient dire aux investisseurs, aux parties prenantes, aux startups, aux chercheurs, voilà, nous avons un cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire, il n'a pas pour objectif de surréglementer, loin de là, mais il a pour objectif de vous montrer qu'on prend ça au sérieux, on a une architecture réglementaire mise en place, et si vous décidez de mettre en place des activités spatiales, eh bien, vous sollicitez une autorisation de notre part, et nous, on peut la traiter, on est capable de la traiter, et au niveau international, on peut avoir une représentation efficace. Et donc voilà, c'était tout l'intérêt de vous montrer à la fois d'une part, ce cadre normatif international ancien maintenant, mais qui a ses difficultés parce que le spatial a beaucoup évolué et est en pleine évolution encore à l'heure actuelle. Et puis, d'autre part, ces actions que l'on peut faire au niveau national, et il ne s'agit pas d'être une grande puissance spatiale, les activités spatiales sont pour tout le monde, et on voit d'ailleurs ces grandes entreprises du New Space venir diffuser ces capacités. Et au niveau réglementaire, les États, et même les États qui souhaitent se doter d'une industrie de ce genre-là, ont des capacités, ont des armes juridiques qui peuvent leur permettre à la fois d'assurer leur souveraineté, parce qu'il s'agit aussi d'assurer sa souveraineté, mais aussi de stimuler la création de cette industrie d'avenir. Merci à vous. J'espère que je n'ai pas été trop long. Maître Isner, nous vous remercions de votre intervention et d'avoir joué le jeu comme l'ensemble des intervenants précédemment, puisque vous faire intervenir 15 minutes est un défi.
puisque vos présentations sont toutes plus aussi passionnantes les unes que les autres, et on sait que avec votre passion, vous pourriez tenir des heures pour nous expliquer encore tant et tant de choses. Donc, merci à vous pour cette belle présentation également. Merci. Donc, nous allons tout de suite poursuivre les interventions, et notre quatrième intervenant sera Monsieur Niam, qui est directeur de la Commission nationale de protection des données au Sénégal et professeur d'université à l'Université Gaston Berger du Sénégal. Donc, il va nous intervenir et nous présenter son point de vue sur la protection des données au Sénégal. Donc, Monsieur Niam, nous vous remercions de votre présence et nous vous laissons la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, nous vous entendons très bien, Monsieur Niam. Merci. Voilà, donc je vous remercie. Je remercie tous les organisateurs de cet événement très important. Et pour rester dans les clous du temps, je m'en vais faire l'intervention en respectant 4 temps. Donc voilà, sur la protection des données personnelles au Sénégal. Je vais présenter assez rapidement les règles générales qui s'appliquent à la protection des données à caractère personnel au Sénégal et faire un petit focus sur la régulation de l'intelligence artificielle pour finir. Donc, comme vous le savez, le Sénégal, à l'instar d'autres pays africains et dans le monde de manière générale, a une législation sur les données à caractère personnel. Pourquoi cette législation est importante? Parce que je ne vous apprends rien en parlant de la révolution numérique et de toutes ces manifestations. Donc aujourd'hui, de plus en plus, tout est digitalisé, tout est numérisé et la numérisation entraîne une grande accumulation de données, des données non personnelles, mais des données à caractère personnel aussi, qui ont un lien très étroit avec l'identité de la personne physique, avec sa vie privée. Et par ailleurs, la multiplication des algorithmes et l'automatisation de la plupart des process a pour mérite de reposer l'être humain, mais aussi entraîne des risques qui ont été développés par certains de mes prédécesseurs, notamment les biais algorithmiques qui sont assez souvent source de discrimination ou source d'incompréhension par rapport à certaines décisions qui sont automatisées. De la même manière, la technologie est utilisée par des acteurs publics ou privés pour poursuivre des finalités qui sont illégales ou illégitimes, illicites selon la qualification que l'on retient, parmi lesquelles j'ai juste choisi les libertés qui sont de plus en plus surveillées, mais c'est parfois un moindre mal par rapport à certaines discriminations qui ont pour conséquence d'exclure une large partie de l'humanité de certains services. Et la technologie traîne aussi des risques qui sont devenus de plus en plus complexes. L'intelligence artificielle est louée comme étant la révolution des années prochaines, mais nous le savons tous, cette intelligence artificielle aussi entraîne des risques qui sont très complexes à saisir pour les régulateurs, dont la Commission de protection des données à caractère personnel, les États, mais aussi pour les citoyens. C'est la raison pour laquelle il est important de parler de la régulation des données à caractère personnel dans le cadre du droit spatial et du droit de l'intelligence artificielle. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, par rapport aux données, le Sénégal s'est doté d'une législation dès 2008. C'est une série de lois sur une loi d'orientation sur la société de l'information, sur les transactions électroniques, sur la cybercriminalité, sur la cryptologie, mais aussi sur la protection des données à caractère personnel. Ces lois ont été complétées par des modifications successives qui touchent pas seulement les textes que j'ai visés, mais le code des télécommunications a été modifié, une loi sur les startups a été adoptée, le code pénal connaît des évolutions successives au gré de la multiplication des infractions. Et au niveau communautaire et international, le Sénégal aussi est membre d'un certain nombre d'espaces régionaux qui ont adopté une législation. Il y a l'acte additionnel de la CEDEAO, il y a une directive de l'UMOA, la convention de Malabo, même si elle n'est pas encore entrée en vigueur, faute du nombre de signatures nécessaires. Il y a la convention de l'Union européenne, pas de l'Union européenne, de la Commission de l'Europe, la convention 108.
dont le Sénégal est membre et aussi membre du bureau du comité exécutif. Donc, ces différentes législations sont complétées par des régulations du fait de l'intervention du pouvoir réglementaire des autorités de protection, mais aussi des pratiques relevant des pouvoirs privés économiques, comme les GAFAM et autres, qui emportent une certaine complexité aussi de la réglementation ou de la régulation des données de manière générale. Prochaine slide. Donc, les données à caractère personnel, juste un petit rappel pour ceux qui ne le savaient pas. C'est une donnée à caractère personnel, c'est une information de quelque nature que ce soit, quel que soit son support, qui permet d'identifier une personne de manière directe ou de manière indirecte. L'identification s'appuie sur des critères classiques qui relèvent de l'état civil, mais de plus en plus, l'identification s'appuie sur des critères nouveaux qui peuvent relever de la biométrie, de la génétique, qui relèvent aussi des traces numériques de manière générale. Donc, aujourd'hui, on en est réduit à un moment où une donnée à caractère personnel désigne toutes sortes de choses qui puissent remonter à un individu par croisement avec d'autres données ou de manière directe lorsqu'il s'agit de données nominatives. Et le concept de traitement de données à caractère personnel qui nous intéresse dans la régulation renvoie à toutes les opérations sur les données, des opérations telles que la collecte, l'enrichissement, la création de fichiers, de bases de données, l'archivage, la destruction, le transfert, la communication de données. Donc, c'est un ensemble d'opérations qui s'appliquent aux données à caractère personnel et qui intéressent à la fois les aspects politiques, économiques, les aspects juridiques, les aspects sociaux, les aspects environnementaux qui sont liés aux données numériques ou à l'écosystème des données de manière générale. Pour cela, nous avons un dialogue permanent entre un responsable de traitement, c'est la personne qui définit les finalités et les moyens de la collecte et du traitement des données à caractère personnel. Évidemment, dans responsable de traitement, j'inclus les sous-traitants et les autres intervenants qui évoluent dans le secteur de l'échange, du partage des données comme les data brokers ou autres. Et la personne concernée qui est l'individu comme vous, comme moi, etc., dont les données sont collectées et traitées. Donc, sous réserve de ces propos liminaires, prochaine slide, s'il vous plaît. Nous allons rapidement évoquer la question de la gouvernance des données à caractère personnel au Sénégal. Cette gouvernance est gérée par une autorité spécialisée, qui est la Commission de protection des données à caractère personnel, créée en 2008 par la loi, mais opérationnelle en décembre 2013, depuis décembre 2013. Cette autorité c'est une autorité administrative indépendante qui, au Sénégal, est rattachée à la présidence de la République et a pour mission de sensibiliser, de surveiller la conformité et de sanctionner si possible. Ces pouvoirs sont des pouvoirs d'investigation, des pouvoirs de contrôle, des pouvoirs d'autorisation et des pouvoirs de sanction. Cette autorité, son action est complétée. Prochaine slide. Cette autorité, son action est complétée par la chaîne pénale, parce que nous interagissons beaucoup avec les forces de défense et de sécurité et le parquet, par les juridictions compétentes en matière civile lorsqu'il s'agit de la violation de la vie privée et des sanctions qui sont inhérentes, mais aussi par d'autres autorités administratives, des autorités judiciaires et au niveau international via le mécanisme de la coopération. Le Sénégal est membre de structures comme l'Association francophone des autorités de protection de données à caractère personnel, Global Privacy Assembly et d'autres entités encore. Donc, c'est tout un ensemble d'acteurs qui interviennent dans la régulation des données. Prochaine slide. Et l'autre, prochaine slide encore. Donc voilà, comment on protège les données à caractère personnel au Sénégal. Cette protection est basée sur l'identification d'un certain nombre de principes, dont nous allons juste aborder quelques principes, faute de temps. Le principe de finalité renvoie au but poursuivi ou à l'objectif majeur poursuivi par le responsable de traitement. Et de ce fait,
Ce principe nous permet de vérifier à la fois la licéité du traitement. Cela peut être une loi, un règlement, un contrat ou même le consentement de la personne concernée. Mais c'est un principe pivot qui nous permet à chaque fois de nous assurer que la collecte ou la création d'un fichier poursuit un objectif légitime. L'objectif peut être la poursuite de l'intérêt général, l'objectif peut être la satisfaction d'un intérêt privé. Il y a ensuite le principe de la proportionnalité, qu'on peut expliquer, qui permet de minimiser la collecte et de réduire les risques qui sont subséquents à une collecte massive et incontrôlée des données. Dernier principe que nous allons expliquer rapidement, c'est le principe de la sécurité. Et dans la sécurité, nous entendons toutes les mesures techniques et organisationnelles, les mesures techniques à la fois logiques et physiques, qui sont prises en vue de sécuriser les données à caractère personnel. Ces mesures font l'objet d'une évaluation autour des politiques de sécurité des systèmes d'information pour voir si la résilience de l'entreprise ou du responsable de traitement permet de faire face à toutes les menaces qui peuvent affecter les données à caractère personnel. Prochaine slide. Et dans ce contexte, donc, pour mettre en œuvre ces principes, le Sénégal a prévu 2 systèmes de protection, le système de la déclaration, qui est le système normal de droit commun, et le système de l'autorisation pour les traitements à risque. La loi a visé 4 sortes de traitements qu'on considère comme des traitements à risque, les données sensibles, comme les données de santé par exemple, les données biométriques, l'interconnexion des fichiers et le transfert hors du Sénégal. Je rappelle juste que pour le transfert de données, le principe, c'est l'interdiction du transfert et l'exception, c'est l'autorisation lorsque le transfert se fait dans un pays qui présente les garanties suffisantes de protection des données à caractère personnel. Ces garanties sont appréciées au cas par cas et dans notre situation, ces garanties ne font pas l'objet d'une réglementation unique ou systématique. C'est au cas par cas que nous apprécions des éléments comme l'existence d'une législation, l'existence d'une autorité qui fonctionne ou l'existence d'une base juridique suffisante pour situer les responsabilités en cas de faille de données ou de faille de sécurité. Prochaine slide. Donc, dans le cadre de notre activité, donc pour le processus de décision, vous avez vu le processus a l'inconvénient de la lourdeur administrative, mais l'avantage de passer au peigne fin, donc la décision qui sera prise avec la déclaration qui est instruite, inscrite à l'ordre du jour d'une session plénière, la décision prise est motivée avant que l'on ne délivre l'autorisation. Et toutes nos décisions sont susceptibles d'un recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Et pour mémoire, récemment, une décision a d'ailleurs été rendue par la Cour suprême sénégalaise parce qu'une personne concernée a contesté une sanction prise à l'encontre d'un responsable de traitement. Prochaine slide. Donc, j'avais décidé pour terminer de m'appesantir un peu sur l'intelligence artificielle et sa régulation, puisque c'est l'un des thèmes de la conférence de l'IANA. Donc, pour l'intelligence artificielle, nous soulignons juste que c'est une réalité qui est plurielle, c'est une réalité qui est très complexe actuellement, qui inclut toutes ces dimensions que nous avons. L'impact de cette technologie peut être mesuré au niveau sociétal en termes d'automatisation, de transformation, de prise de décision et d'effet sur l'être humain, un impact économique en termes de compétition, en termes de plus-value que l'intelligence artificielle apporte en réglant au niveau de la concurrence, au niveau de la chaîne de fabrication, un problème d'ordre juridique parce que l'intelligence artificielle est en voie d'être réglementée pour certains pays. Nous avons récemment entendu parler en Europe, par exemple, des Digital Act, aussi bien pour les biens et pour les services, avec cette régulation des GAFAM et des technologies qu'ils utilisent. Au Sénégal, nous avons un début de législation avec la réforme de la loi sur la protection des données à caractère personnel.
2 dispositions ont été introduites pour poser les principes d'une nouvelle régulation de l'intelligence artificielle. C'est un défi technologique aussi pour les concepteurs, mais au-delà de tout, c'est un défi éthique parce que beaucoup vivent le rêve d'une intelligence artificielle absolue qui serait vraiment autonome et cette intelligence ne pourrait être régulée réellement qu'en recourant à des moyens éthiques qui permettent à l'intelligence artificielle de mettre en œuvre le principe de accountability qu'on peut exiger des personnes humaines, des entreprises, mais qu'on doit pouvoir transposer à une intelligence artificielle absolue. Prochaine slide. Donc, pour réguler l'intelligence artificielle, pour le moment, on se fonde sur 3 principes de manière générale, même si ces principes ne sont pas exhaustifs. D'abord, c'est le principe de transparence qui renvoie au problème des biais algorithmiques et de toute cette absence d'information sur le mécanisme des algorithmes, sur la manière de sélection ou le niveau de prédictibilité et les critères de prédictibilité de ces algorithmes, quel que soit le domaine d'application, pour combattre justement les discriminations potentielles. Le principe de proportionnalité, parce que l'intelligence artificielle, pour son entraînement, se base souvent sur des quantités astronomiques de données, et ces données appartiennent forcément à des individus. Donc, le principe de proportionnalité permet de donner corps à la minimisation des données, à la minimisation des risques aussi. Et ensuite, le principe de responsabilité qui permet de désigner une personne devant répondre des erreurs qui sont susceptibles d'être produites par l'intelligence artificielle. Nous gardons tous à l'esprit l'accident de la voiture autonome et la recherche d'une personne responsable. Est-ce un homicide involontaire imputable à la personne qui a commandé la voiture ou est-ce la responsabilité pénale du concepteur qui sera retenu puisqu'il a mis en place un programme et un système à l'intérieur de la voiture? Beaucoup de problèmes se posent et des décisions doivent être prises à ce niveau. Prochaine slide. Donc, ce sont les outils qui nous permettront de mettre en œuvre ces principes et d'avoir un encadrement, pas optimal, mais un encadrement praticable de l'intelligence artificielle, eu égard aux données à caractère personnel. D'abord, c'est la transparence des finalités. Cette transparence va s'appuyer sur l'information et aussi sur le consentement des personnes qui devront utiliser cette intelligence artificielle. L'analyse d'impact, qui est un outil à la fois ancien du point de vue du droit de l'environnement, mais nouveau en matière de protection des données à caractère personnel, qui permet de renforcer la charge de la preuve dans la mesure où il appartiendra au responsable de traitement de nous prouver que son intelligence artificielle ne comporte pas de danger pour les droits fondamentaux et les libertés de l'individu. L'objection à un traitement entièrement automatisé pour ne pas laisser les décisions qui ont pour objet ou pour effet d'impacter significativement les droits fondamentaux des personnes, de se dispenser de l'intervention d'un être humain au bout de la chaîne. Le concept de privacy by design et privacy by default qui invite les architectes, les codeurs à prendre en compte la protection des données à caractère personnel et le respect de la dignité humaine lors de la conception de leurs outils. Et enfin, le renforcement des droits des personnes dont nous sommes garants par les mécanismes de contrôle que nous menons, les contrôles que nous menons et les sanctions qui peuvent être potentiellement prononcées. Je dois dire que c'est juste une introduction à la réglementation des données au Sénégal et que si le format nous l'avait permis, nous aurions pu partager davantage d'expériences. Je vous remercie d'avoir pensé à moi, de m'avoir écouté et aussi pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Monsieur Mian, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses qui donnent une bonne visibilité de la situation des données, ce qu'il est recommandé de faire à ce niveau, puisque en fait, sans données, sans intelligence, pas d'intelligence artificielle, donc il est important d'avoir en tête toutes ces recommandations. Et bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à faire sur cette thématique, mais néanmoins, on voit qu'il y a beaucoup d'activités et actions qui sont faites.
et que les choses vont dans la bonne direction néanmoins pour le Sénégal. Donc, nous vous remercions pour cette intervention et bien sûr d'avoir pris le temps de vous joindre à nous en ligne aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il est déjà bientôt 16 heures, ici à Dakar. Donc, 17 heures à Cotonou et 18 heures à Paris. Donc, comme nous l'avions indiqué en début de session, nous avions un enjeu pour rester dans les temps, puisque nous avons le respect des pratiques religieuses. Donc, le dernier intervenant devait être M. Arnaud Ducmès. Néanmoins, un contretemps fait qu'il n'a pas pu se joindre à nous et nous regrettons bien sûr qu'il n'ait pas pu être là, mais quelque part, nous n'aurions peut-être pas eu le temps de lui accorder tout le temps nécessaire pour qu'il s'exprime sur sa thématique. Donc, nous verrons avec lui s'il peut se joindre à nous pour une prochaine session. En tout cas, en quelques mots, je vais conclure afin de vous libérer tous avant que vous puissiez vaquer à vos occupations. Donc, encore une fois, un immense merci à tous les conférenciers qui sont venus nous donner leur point de vue et avis sur des sujets qui sont importants. Ils ont joué du jeu, ils ont parlé peu de temps parce que c'était un vrai challenge. Chacun était passionnant et passionné par cette thématique et un intervenant pouvait aisément faire l'objet d'une conférence à lui tout seul. Donc, merci d'avoir joué du jeu et d'avoir donné, on va dire, les faits les plus intéressants, les plus marquants concernant leur thématique. Donc, très rapidement, nous avons eu une partie spatiale avec le Dr Faye et Madame Pierre qui ont, à eux deux, mis en lumière le domaine du spatial ici au Sénégal. Donc, grâce à eux, nous avons une belle vitrine de ce qui se fait ici. Et j'espère que nombre d'entre vous ont été inspirés et auront envie de s'intéresser davantage à ce domaine qui n'est plus que l'apanage des grandes agences spatiales, mais aussi permet d'intervenir sur des thématiques en lien avec les besoins sociétaux. Nous avons eu des interventions sur la partie intelligence artificielle et données grâce à M. Bob, le Dr El Falah et M. Nian qui montrent à quel point ces données qu'on peut collecter à partir du spatial doivent être de qualité, répondre à des enjeux éthiques, de protection de données, de respect du droit humain. Donc ces thématiques sont importantes et il est nécessaire qu'elles soient diffusées et prises en considération dans le déploiement des solutions au Sénégal et bien sûr dans le monde entier. Et grâce à monsieur Isner, donc Maître Isner, nous avons la partie 3, donc très importante évidemment puisque la régulation permet de donner un cadre pour les différentes activités, de donner des références, mais également d'empêcher certaines dérives. Donc, tous ces domaines sont naissants, beaucoup de choses restent à faire, mais en tout cas, ça donne l'envie, en tout cas, j'espère à nombre d'entre vous, de se pencher sur toutes ces questions et d'embrasser tous ces mouvements autour du New Space et de l'intelligence artificielle au Sénégal et même à l'international, parce que comme nous l'avons dit, nous avons eu la chance d'avoir d'autres campus de l'AUF qui se sont joints à nous et nous étions sur plusieurs continents. Donc, ce sont vraiment des thématiques qui sont internationales. Donc, une fois encore, je vais remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. Donc, je ne pourrais pas toutes les nommer, mais en tout cas, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a bien sûr Prométhée et l'Ami Chénie qui sont les partenaires qui se sont réunis sur cette thématique. Aujourd'hui, nous avons l'AUF qui est un acteur majeur aussi sur ces activités. Nous les remercions chaleureusement de leur accueil, de leur contribution, car ici à Dakar, je peux vous le dire, ils ont vraiment travaillé avec ardeur pour que cet événement se déroule avec succès. Nous les en remercions, car sans les conférenciers, sans l'AUF et les organisateurs du CSIANA, tout ceci n'aurait pas lieu. Et bien sûr, nous remercions toutes les personnes qui ont fait l'effort de se déplacer ou de se connecter pour nous écouter et qui auront envie de participer aux autres conférences. Donc, la session aura lieu plutôt au mois de mai, donc petite copie tardive, ce sera le 25 mai, exceptionnellement un mercredi, le 26